Bonjour, nous terminons aujourd'hui le thème numéro 2 de notre programme, 15e, 16e siècle, un nouveau rapport au monde, un temps de mutation intellectuelle, avec un chapitre H4, Renaissance, humanisme et réforme religieuse, les mutations de l'Europe. Introduction. Au XVe siècle et jusqu'au milieu du XVIe siècle, l'Europe connaît une période d'effervescence intellectuelle et artistique. La disparition progressive de l'Empire byzantin a conduit de nombreux savants grecs vers l'Italie, permettant ainsi la redécouverte de textes grecs et latins authentiques tels qu'ils ont été écrits dans l'Antiquité. Amorcée en Italie, la Renaissance artistique et son volet intellectuel, l'humanisme, se répandent dans toute l'Europe. Dans ce contexte de mutation, la réforme protestante puis la contre-réforme catholique conduisent à une rupture au sein du christianisme. Problématique ? En quoi les XVe et XVIe siècles sont-ils aussi des temps de profonde transformation culturelle et intellectuelle qui touchent l'Europe et rompent avec le Moyen-Âge? Grand 1. Un nouveau regard sur l'homme et le monde. Petit 1. Qu'est-ce qui se cache derrière le terme Renaissance? Le terme de Renaissance est utilisé pour la première fois par l'historien de l'art Giorgio Vasari au XVIe siècle. Il traduit le sentiment d'un renouveau des arts fondé sur la redécouverte de l'Antiquité, en rupture avec la période médiévale présentée comme un âge de barbarie. Cette période est marquée par des progrès techniques dans différents domaines comme l'armement, la mesure du temps avec les horloges mécaniques ou encore l'imprimerie. Elle s'accompagne aussi d'un renouvellement des formes et des techniques picturales. Les artistes de la Renaissance tentent ainsi de donner l'illusion de la réalité grâce à la perspective, au respect des proportions, de l'anatomie ou de l'expression des visages. Petit 2. La confiance en l'homme. Dans son traité sur l'éducation des enfants paru en 1519, Erasme écrit « On ne naît pas homme, on le devient. Et c'est par l'éducation que l'on devient homme. » Tout comme les autres humanistes, Erasme est convaincu que l'homme s'améliore à condition d'être éduqué. Il a lui-même enseigné en Angleterre. Élève, il a été confronté à un type d'éducation religieuse qu'il critique dans Éloge de la folie, un enseignement à demi barbare où la discipline et le bourrage de crâne sont plus importants que la réflexion. Il fait alors sienne l'idée de l'humaniste français Michel de Montaigne, selon lequel mieux vaut une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Aussi, il préconise, tout comme François Rabelais, humaniste français, un nouveau type d'éducation où le plaisir et l'ouverture d'esprit l'emportent sur la contrainte, reposant sur l'apprentissage des langues et des auteurs anciens, des lettres, de la philosophie, des sciences, de la musique et de l'histoire-géographie. Mais l'éducation passe aussi par le développement du corps, l'observation, la réflexion et un dialogue entre le maître et l'élève. Ce nouveau rapport au savoir privilégie la réflexion et s'appuie sur les livres imprimés. Petit 3. Vers une communauté européenne, la République des lettres. Partout en Europe, les humanistes entretiennent des relations étroites en s'écrivant et en se rendant visite, et en utilisant le latin comme langue commune. Ainsi, Erasme, originaire des Pays-Bas, séjournera tour à tour en France, en Italie, en Angleterre, en Suisse, en Belgique ou encore dans l'Empire germanique, comme nous pouvons le voir sur la carte de ses voyages. Il y fait la rencontre de nombreux humanistes, comme Thomas More, avec lequel il entretient de nombreux échanges intellectuels et une abondante correspondance. Il côtoie des hommes d'église, évêques, cardinaux, dont le futur pape Léon X, et fréquente la cour des princes, celle du roi d'Angleterre Henri VIII, ou encore celle de l'empereur Charles Quint, dont il sera le conseiller. Les humanistes forment alors un véritable réseau, un espace d'échange et de débat, une communauté de valeurs, la République des lettres. Ces voyages sont aussi l'occasion de rencontrer des imprimeurs comme l'italien Alde Manucci ou le suisse Johann Froben. La diffusion des idées et des écrits des humanistes est stimulée par l'imprimerie mise au point par Gutenberg vers 1455. Aussi, Erasme lui accorde une grande importance en tant que moyen de diffusion des auteurs anciens et des écrits des humanistes. Grand 2. Un nouveau rapport à Dieu. Petit 1. Une église critiquée. Les humanistes ont la conviction que l'homme a été placé par Dieu au centre de la création pour la comprendre et la transformer. Ainsi, Erasme insiste sur l'importance de l'étude de l'écriture sainte, c'est-à-dire de la Bible, et défend l'idée de la nécessaire relation directe entre l'homme et Dieu sans l'intermédiaire des prêtres. De même, dans son éloge de la folie, il remet en question le rôle du clergé, ignorant, éloigné de la religion, attiré par l'argent. C'est pourquoi les humanistes critiquent la pratique des indulgences, c'est-à-dire le fait, pour le clergé, d'accorder le pardon des péchés en échange d'un don financier fait à l'Église. Les humanistes critiquent également le fait que les textes de la Bible, publiés en latin, ne soient pas accessibles à la compréhension des fidèles. Aussi, Erasme souhaite-t-il que la Bible soit traduite dans les différentes langues nationales.
Cela doit permettre aux croyants d'affirmer une foi plus personnelle, plus intime, grâce à la lecture des textes sacrés. Dans le même esprit, il a traduit le Nouveau Testament à partir du texte original grec et de nombreux autres manuscrits grecs et latins afin de proposer au lecteur un texte fiable épuré de ses erreurs. Petit 2. Une Église divisée. Alors que jusqu'au début du XVIe siècle, l'Europe est marquée par une unité religieuse, l'apparition d'un mouvement de réforme protestante divise la chrétienté et provoque des guerres qui durent jusqu'en 1598 en France. 3 facteurs expliquent l'émergence d'un nouveau discours religieux. D'abord, la fin du Moyen Âge se caractérise par un climat d'inquiétude religieuse. Celui-ci s'explique par la succession de malheurs qui ont frappé l'Europe depuis le XIVe siècle, la peste, les guerres et les famines. Ces faits apparaissent comme des punitions de Dieu. C'est pourquoi se développe un climat de peur collective, peur de la mort, du jugement dernier, du diable et de l'enfer. Ensuite, l'Église est en pleine tourmente au XVe siècle. Plusieurs papes rivaux se disputent le titre de chef de l'Église. Quant au clergé, il est discrédité. Les prêtres sont souvent ignorants et incapables de rassurer les fidèles sur leur salut. Des hommes d'Église sont accusés de cumuler les bénéfices, de mener des vies dissolues et de ne plus respecter les règles religieuses. Enfin, des campagnes d'indulgence étaient régulièrement menées pour financer la reconstruction de la basilique Saint-Pierre de Rome par le pape Léon X. On pouvait ainsi acheter une indulgence. Petit 3. Réforme et contre-réforme. Martin Luther est né en 1483. Après des études de philosophie, il devient moine et enseigne la théologie. Cependant, il reste profondément angoissé par son salut. En 1517, il publie 95 thèses pour réformer l'Église, dans lesquelles il dénonce la vente des indulgences et les abus de l'Église. Il affirme que les chrétiens ne peuvent être sauvés que par leur foi et non par les œuvres. Excommunié par le pape en 1521, Luther rompt avec le catholicisme et propose un nouveau culte, plus simple, dans la langue nationale, reposant sur le texte du Nouveau Testament qu'il traduit en allemand en 1522 pour que chacun puisse le lire. Il ne garde que 2 sacrements, le baptême et la communion, et rejette le culte de la Vierge et des saints. Ces thèses vont rapidement se diffuser grâce à l'imprimerie. Les critiques de Luther poussent l'Église catholique à se réformer. Entre 1545 et 1563, le pape réunit dans la ville italienne de Trente un concile, c'est-à-dire une assemblée de cardinaux, d'évêques et d'abbés. Le concile réaffirme les principes de l'Église catholique comme l'importance des œuvres pour le salut, la reconnaissance des 7 sacrements, le culte de la Vierge et des saints. Mais il est aussi décidé de rétablir la discipline dans le clergé et de mieux le former. Le XVIe siècle voit ainsi différentes vagues réformatrices rompre l'unité de l'Europe chrétienne. Grand 3, un renouveau artistique. Petit 1, une nouvelle source d'inspiration, l'Antiquité. Au XVe-XVIe siècle, les artistes italiens s'éloignent de l'art médiéval et se passionnent pour l'Antiquité gréco-romaine. Ils placent l'homme au cœur de leurs œuvres. Les architectes reviennent aux formes antiques comme les colonnes, les chapiteaux, le fronton ou la coupole. Les peintres s'inspirent également de la mythologie gréco-romaine, comme ici Sandro Botticelli. En reprenant les règles décrites par l'architecte romain Vitruve, les artistes de la Renaissance représentent un corps, souvent nu, aux proportions équilibrées, reflet de la perfection divine. Petit 2, la naissance de l'artiste. La Renaissance est marquée par le développement du mécénat, c'est-à-dire de la protection et du financement donné aux artistes par les souverains, les papes ou de riches personnages. Ainsi, le pape Jules II demande à Michel-Ange de peindre le plafond de la chapelle Sixtine au Palais du Vatican à Rome. Parallèlement, le statut de l'artiste évolue. Considéré comme un artisan au Moyen Âge, peu à peu il acquiert une plus grande liberté, est reconnu comme un créateur et n'hésite plus à signer ses œuvres. Certains peintres se représentent dans leurs tableaux, comme ici Botticelli dans l'Adoration des mages. Petit 3, un phénomène européen. L'Italie, où les vestiges de l'Antiquité sont nombreux, est le premier foyer de la Renaissance. Au XVe siècle, la ville de Florence, dirigée par la famille des Médicis, est le centre de la Renaissance artistique. Mais au XVIe siècle, elle perd de son importance au profit de Rome. Peu à peu, la Renaissance se diffuse hors de l'Italie. En France, François Ier fait venir des artistes comme Léonard de Vinci. Les châteaux de la Loire sont une illustration de l'influence de la Renaissance italienne. En Flandre, de riches villes comme Bruges attirent les artistes. Le peintre Jan van Eyck représente des sujets non religieux, comme ici le portrait d'un couple de riches marchands, les époux Arnolfini. Conclusion. Les XVe et XVIe siècles ont donc été marqués par de profondes transformations culturelles et intellectuelles.
L'humanisme et la Renaissance ont en effet été les vecteurs d'idées et d'œuvres qui placent l'homme au centre des préoccupations et qui prennent leur distance avec un Moyen-Âge considéré comme barbare. En créant un espace d'échange et de débat, la République des lettres, les humanistes ont contribué à répandre des idées qui ont rencontré un profond écho dans un monde chrétien marqué par un climat de peur de la mort et du jugement dernier. Dans ce contexte, Martin Luther, puis d'autres réformateurs, ont défini les bases de nouveaux cultes et de nouvelles pratiques religieuses, rompant ainsi l'unité de l'Europe chrétienne.